La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien en direct. L'actualité au rythme du Moyen-Orient et au programme ce soir. Le spectre de l'escalade omniprésent malgré la prolongation du cessez-le-feu. Loin d'un dialogue sincère, Téhéran et Washington semblent jouer la montre et se préparent sans doute à la prochaine déflagration. Comment est perçu par les Iraniens ce nouveau délai, cette nouvelle chance donnée à la diplomatie? Les négociations piétinent et Donald Trump s'impatiente. Le président américain maintient le blocus du détroit d'Ormuz et donc la pression économique sur le régime, dont il déplore l'absence de leadership clair. Le porte-avions Bush est attendu dans la région sous 48 heures. Le point dans un instant sur ces tensions. Ici, l'une des clés de l'intrigue se trouvait en Chine. À première vue, Pékin a beaucoup à perdre d'un pourrissement de la situation au Moyen-Orient. Dépendant du pétrole du Golfe, tributaire des routes maritimes pour ses exportations, l'empire chinois ne semble pourtant pas disposé à hausser le ton face à son partenaire iranien. Son secret, d'immenses réserves, on le verra, d'or noir accumulées peu avant le récent conflit. De quoi voir venir et au passage narguer le rival américain. La durée de la guerre dépend peut-être aussi des choix de Xi Jinping. Et puis en parallèle, est-ce déjà le rendez-vous de la dernière chance? Les négociateurs israéliens et libanais se retrouvaient ce jeudi à Washington. Beyrouth espère 20 à 40 jours supplémentaires de trêve. Est-ce vraiment pour bâtir la paix ou pour permettre au Hezbollah de se réorganiser? Sur le terrain, Tsahal en tout cas continue de frapper le cœur du système de la milice pro-Iran. Nous tenterons également ce soir de comprendre l'attitude de la France qui vient de perdre 2 de ses soldats dans la région. Est-elle encore légitime, crédible dans un rôle de médiateur? C'est l'ancien ambassadeur Éric Danon qui répondra à nos questions tout à l'heure. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous. Officiellement, la Maison-Blanche n'a pas fixé de date limite pour la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran, mais des sources israéliennes évoquent un délai accordé jusqu'à dimanche prochain à Téhéran pour présenter une position cohérente. On va donc tenter ce soir de comprendre si oui ou non les efforts diplomatiques au Pakistan sont réellement utiles et efficaces. Avec nous ce soir, Ariel Kahana, bonsoir, merci d'être venu, correspondant diplomatique pour Israël et Yom. Jonathan Serrero, bonsoir, journaliste et reporter, et Mathias Inbar, notre expert défense. Eh bien, on va d'abord, avant de nous écouter, faire un petit rappel des tout derniers développements. Où en sommes-nous? Océane Nicole, bonsoir Océane, des négociations qui patinent clairement en ce moment, aucun horizon vers un compromis. Oui David, eh bien écoutez, pour l'instant, très peu de chances de voir prochainement un deuxième round de négociations entre les États-Unis et l'Iran, puisque une source pakistanaise, on sait que le Pakistan joue le rôle de médiateur entre Téhéran et Washington, eh bien un diplomate pakistanais a assuré dans un média saoudien eh bien que les négociations sont un petit peu au néant et que pour l'instant eh bien elles sont dans l'impasse. On sait que Donald Trump mardi soir a annoncé de manière unilatérale, puisqu'il n'y a pas eu de discussion et il n'y a pas eu de consensus avec Téhéran, le président américain qui a donc décidé de prolonger la date du cessez-le-feu qui devait normalement expirer hier. Le problème, c'est qu'on n'a pas de date de fin. On ne sait pas pendant combien de jours ça a été prolongé et on ne sait pas quand véritablement eh bien, Donald Trump va décider de mettre un terme à cette trêve. Selon quelques journalistes israéliens, on parlait d'une date butoir à ce dimanche, mais ça a été finalement réfuté par les États-Unis. On sait que les États-Unis, ils veulent vraiment faire pression sur l'Iran pour que finalement, eh bien, l'Iran cède à des exigences, aux lignes rouges de Donald Trump, puisque cet après-midi encore, la porte-parole de la Maison-Blanche a assuré qu'il y a des exigences, des lignes rouges auxquelles, eh bien, Donald Trump est extrêmement attaché, notamment le fait que il est hors de question que l'Iran détienne l'arme nucléaire, et il faut aussi que le détroit d'Ormuz soit libéré. Or, du côté de l'Iran, eh bien, on n'est pas prêt et on promet de continuer de fermer ce détroit d'Ormuz tant qu'il y a toujours ce blocus maritime imposé par les États-Unis. Donc pour l'instant, on est encore loin de voir ce deuxième round de négociations entre Téhéran et Washington. Et le problème, c'est que il y a aussi toujours la menace militaire qui plane, puisque les États-Unis promettent que, eh bien, si finalement l'Iran ne veut pas céder, ne veut pas retourner à la table des négociations, eh bien les États-Unis n'hésiteront pas à reprendre les armes et à frapper de nouveau l'Iran.
Voilà, menace toujours brandie. Merci Océane, on vous retrouve dans quelques instants. On va tenter maintenant d'évaluer les positions des uns et des autres. D'abord, 2 informations ce soir, Jonathan Serrero, on va les voir avec vous. Réunion en ce moment même du cabinet de sécurité israélien. Et puis Galibaf qui se retire apparemment, révélation de la 12e chaîne en Israël, qui se retire de l'équipe de négociateurs iraniens. Oui, réunion du cabinet de sécurité restreint autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Israël Katz et du chef d'état-major de Tsahal Eyal Zamir pour discuter des situations en cours en Iran sur le dossier iranien, les négociations, mais aussi la question libanaise qui est au centre aussi des discussions du cabinet de sécurité. Et selon les dernières estimations au sein de ce même cabinet de sécurité, les combats pourraient reprendre en Iran. Alors des combats qui pourraient reprendre dans un premier temps, selon certaines informations, par étapes, aller crescendo. Ce serait la décision, l'une des décisions prises par Donald Trump. Mais du côté israélien, on se prépare à tous les scénarios, à une poursuite par le président Trump des discussions, une prolongation du cessez-le-feu ou d'une reprise donc des combats. Donald Trump a indiqué la possibilité, l'éventualité, pourquoi pas, de viser l'échelon militaire radical du régime iranien, selon les messages publiés par le président américain. Et il y a eu donc cette information qui nous a été transmise par nos confrères des médias israéliens sur le fait que le président du Parlement iranien, Mohamed Galibaf, qui s'occupe aussi de la question des négociations, aurait démissionné de son poste donc de chargé des négociations iranien. Une information qu'il faut prendre tout de même avec des pincettes. On le sait, Mohamed Galibaf est tenant d'une ligne dure au sein du régime iranien. Il défend aussi ses intérêts. Peut-être qu'il aurait reçu aussi des ordres de la part des gardiens de la révolution. Il y a bon nombre d'interrogations sur cette information, David. L'information à confirmer, effectivement, on parle d'un cadre du régime. Ariel Kahana, quand vous voyez tout cela, des discussions qui sont stériles, une accumulation aussi toujours de forces américaines dans la région, est-ce qu'on est à 3 jours d'une reprise des hostilités? Parce que 3 jours, c'est le délai à peu près officieusement qui est donné à l'Iran. Je pense qu'il est très probable que oui. Il n'y a pas vraiment de négociation, il n'y a rien qui témoigne d'une quelconque probabilité d'accord. Et d'ailleurs, on ne voit pas très bien comment on pourra combler le fossé qu'il y a entre Trump et les Iraniens. On voit que sur le plan diplomatique, ça n'est pas probable. On voit que les Américains déploient de plus en plus d'armements dans la région. Il me semble que c'est une question de quelques jours. C'est Trump qui choisira le timing. Ce sera peut-être en début de semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, mais il est probable qu'on voit une attaque d'ampleur américaine ou américano-israélienne sur l'Iran qui durera plusieurs jours, et à la fin de cette attaque, Trump dira « nous en avons fini ». Mais il est probable qu'il y ait encore un raid très important sur l'Iran. Mais pour vous, au fond de lui, Trump, il veut un accord ou bien il veut reprendre les hostilités pour venir à bout de ce régime? En tout cas, peut-être l'enfoncer un petit peu plus. Je pense qu'il voudrait bien un accord, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. Il pense qu'il ne sait même pas avec qui faire l'accord. Il pense qu'il y a des désaccords. Admettons nous ne voyons pas qui a des positions qui s'approcheraient un tout petit peu des positions de Trump, c'est-à-dire l'abandon du programme nucléaire, la remise des matériaux enrichis. Donc, il est inévitable qu'il faille utiliser de nouveau la force. Pas vraiment de choix. Mathias, est-ce que Donald Trump a raison lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, l'Iran n'a pas de véritable leadership unifié et cohérent? Est-ce que ça se voit sur le terrain, ces divisions internes en Iran? Je reprendrai la dernière phrase officielle, et non pas ce que les médias reprennent sur Galibaf. Justement, c'est Galibaf lui-même, le président du Parlement iranien, qui vient de répondre à Donald Trump et qui vient de dire il n'y a aucune division en Iran, il n'y a pas les radicaux d'un côté et les agneaux
de l'autre, si je traduis. Vous savez, dans le langage diplomatique, et surtout, c'est un ancien des gardiens de la Révolution, et surtout dans cette région du monde, corrigez-moi messieurs si je me trompe, lorsqu'il y a un leader iranien qui dit qu'il n'y a pas de division, c'est qu'il y a des divisions, justement. C'est-à-dire qu'il essaye de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et ce qui est intéressant de se passer à l'heure actuelle, c'est que Ahmed Vaidi, par exemple, est de plus en plus discret, qui est le chef des gardiens de la Révolution. C'est lui qui tient la barre pour l'instant. C'est lui qui a été nommé par Mojtaba, qui est le guide suprême factice en Iran, et qui est aujourd'hui à les rênes. C'est lui. C'est l'homme fort. C'est l'homme fort des gardiens de la Révolution. Et lui, il ne veut pas du tout, mais alors du tout, entendre parler de négociations. Pire, c'est un archi-terroriste plus radical que n'était par exemple un certain Qassem Soleimani, qui était l'ancien chef des forces Quds éliminé par les Américains. Il faut comprendre qui est Ahmed Vaidi, un ancien terroriste qui a mené des attentats notamment et qui les a planifiés à Buenos Aires en 1994 et qui a une voix extrêmement sévère en Iran. Donc un jusqu'au-boutiste. D'ailleurs, Jonathan, cette ambiance de pré-guerre, de reprise de la guerre, ce soir Israël Katz, ministre de la Défense israélien, qui nous dit Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. Ça en dit tout de l'ambiance en ce moment. Alors juste petite information, information très, très intéressante. La défense passive a prolongé les recommandations de sécurité jusqu'à mardi 28 avril. Alors cela laisse penser peut-être de ce qui va se passer ces prochains jours et après mardi 28 avril. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Ce qu'il en est de la position israélienne. Israël se tient prêt à tous les scénarios. Je reprends les déclarations du Premier ministre israélien hier lors de sa visite dans la base militaire. Est prêt à affronter défensivement et offensivement tous les scénarios possibles. C'est une manière pour Israël de déchiffrer ce que souhaite Donald Trump. Et il y a ces estimations faites par les renseignements aussi israéliens, selon lesquelles il y aurait une reprise des combats. Mais en tous les cas, côté israélien, on se prépare à l'ensemble des scénarios possibles pour les prochains jours. Et il faut aussi le rappeler, il y a eu une rencontre entre l'amiral Brad Cooper et le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, pas plus tard que la semaine dernière. Et il y a eu un accord sur la banque de cibles à viser en cas de reprise des combats dans les prochains jours. Donc réunion importante entre le chef du CENTCOM, donc la force américaine dans la région, et Tsahal. Ariel Kahana, juste un mot sur la perception par l'Iran de ce nouveau délai, cette prolongation du cessez-le-feu accordé par Donald Trump. Est-ce que c'est perçu, vous pensez, par les Iraniens comme une sorte de signal de faiblesse de leur part ? Alors, ce qu'ils pensent véritablement dans leur bunker souterrain, je ne sais pas. Je connais leur propagande. Nous voyons, ils se moquent de Trump, ils publient des vidéos qui le ridiculisent. Mais cela fait déjà 2 fois que ça s'est terminé et ils n'ont pas compris que Trump avait véritablement l'intention de frapper. Donc, à mon avis, cela va mal se terminer de leur point de vue. Je ne sais pas ce qu'ils planifient, mais ce sera probablement plus douloureux que ce qu'ils ont déjà subi jusqu'à présent. D'ailleurs, pour amplifier un petit peu tout ce que vous avez dit, messieurs, Mathias, on a plusieurs signaux intéressants. D'abord, c'est l'ambassade américaine à Beyrouth qui exhorte les Américains sur place à partir au plus vite. On a aussi les États-Unis qui appellent les citoyens qui se trouvent du côté autour de l'Iran à partir immédiatement. Et puis donc le porte-avions Bush qui devrait arriver dans les 48 heures dans la région. Ça en dit long. Je serais beaucoup plus circonspect. Je l'ai toujours été. Attendons. Donald Trump ne veut pas d'une reprise des combats. Donald Trump veut négocier. C'est une évidence. Il a le fantôme d'Obama et Biden dans sa tête. Ce n'est pas pour rien que la semaine dernière, il les a cités, parce qu'ils font partie de son historique politique. C'est pour ça qu'il les cite. En revanche, je rejoindrai peut-être ce qu'a dit Ariel à l'instant, l'erreur des Iraniens. C'est-à-dire que dans la vision de Donald Trump, ce n'est pas lui qui va attaquer, ça serait pousser les Iraniens à la faute et que les Iraniens n'attaquent pas. Et là, je vais vous surprendre, c'est comme ça que je le perçois, n'attaquent pas ni les Américains ni les Israéliens, mais ils attaquent de nouveau les ressources énergétiques des pays arabes de la région, c'est-à-dire le Bahreïn, les Émirats et peut-être l'Arabie Saoudite. Et si c'est le cas, Donald Trump n'aura pas d'autre choix que de réagir ou d'utiliser les Israéliens pour réagir. C'est peut-être
l'un des scénarios qui se profilent. C'est vraiment le levier important qui reste entre les mains des Iraniens. Merci beaucoup, Ariel Khanan, d'être venu. On vous libère, vous restez avec nous, Mathias et Jonathan. Un gros plan également sur les dégâts que provoque cette pression justement américaine au niveau du détroit d'Ormuz sur l'économie iranienne. Et on vous retrouve, Océane Nicole. Rebonsoir, Océane. Quelques chiffres qui tendent à prouver que la méthode forte version Trump, elle a bel et bien un impact concret. Tout à fait, puisque ça fait 10 jours maintenant, puisque c'était le 13 avril dernier, que Donald Trump a donc imposé son blocus maritime sur le détroit d'Ormuz. Or, le détroit d'Ormuz, ça représente, on le rappelle, 20% des exportations mondiales et c'est la principale voie d'exportation de pétrole qui est donc produit par l'Iran. Et en 10 jours, en effet, beaucoup d'argent ont été perdus par l'Iran. Il faut savoir qu'il y a eu un trafic de navires de baisse de plus de 96% par rapport à la normale et une perte ressentie de, attention, 45 milliards de dollars de revenus pétroliers, ce qui équivaut à 10% du PIB de l'Iran. Une chute donc drastique des exportations pétrolières qui est donc passée de 2,5 à 1,3 million de barils par jour. Il faut savoir donc que le pétrole et aussi le gaz, d'ailleurs, ça représente environ 65 à 75% des recettes d'exportation totale de l'Iran. Et Donald Trump l'a bien compris, justement, avec ce blocus, puisque l'objectif de Donald Trump, c'est donc de faire pression en asphyxiant un petit peu, économiquement parlant, l'Iran. Alors l'Iran qui, de son côté, bien dit que tout va bien. Ils ont aussi mis des sanctions. Ils ont posé des mines, justement, sur le détroit d'Ormuz pour faire pression et montrer que ça va. Il y a eu une riposte, là aussi, de Donald Trump. Donald Trump qui a publié un message sur son réseau social demandant tout simplement à la marine des États-Unis de détruire, je cite, il faut détruire, il doit y avoir aucune hésitation. Nos bateaux doivent se débarrasser du détroit d'Ormuz. J'ordonne ici que cette activité continue, mais au triple de son niveau actuel. Il ordonne donc de détruire tous les bateaux dans le détroit d'Ormuz, puisqu'on le sait, avant d'être président des États-Unis, Donald Trump, c'était un businessman, donc il sait très bien que l'économie, c'est finalement le nerf de la guerre. Reste à savoir jusqu'à quand l'Iran sera prêt à perdre de l'argent, perdre des milliers de dollars chaque jour avec donc ce blocus si l'Iran retourne donc à la table des négociations. Un blocus qui pourrait mettre effectivement en grande difficulté cette économie iranienne déjà éprouvée. Merci beaucoup, Océane Nicole. C'est ça, Jonathan Serrero, c'est-à-dire étouffer économiquement ce régime avant peut-être de porter des actions plus directes, militaires. Oui, vider les caisses du régime iranien pour pouvoir provoquer, pourquoi pas, un soulèvement de la rue iranienne. Alors pas maintenant, mais dans plusieurs mois. Mais on s'aperçoit ce soir, au regard des informations qui nous parviennent, le côté jusqu'au boutiste du régime iranien qui est prêt à faire mourir sa population, à affamer sa propre population pour pouvoir entre guillemets, se sauver ou peut-être mourir en martyr, puisque c'est là l'idéologie qui est derrière, l'idéologie djihadiste, puisqu'il faut que Donald Trump comprenne qu'il est face à des religieux fanatiques qui ont une foi inébranlable en cette idée que, au final, c'est Allah qui va remporter la victoire, et Donald Trump doit prendre en compte ce paramètre fondamental religieux pour pouvoir mettre à mal le régime iranien. Effectivement. Mathias, un petit mot parenthèse, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que 2 soldats de l'armée israélienne ont été quand même inculpés pour espionnage au profit de l'Iran. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, et ils n'appartiennent pas à un simple corps d'armée. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie de l'armée de l'air. David, ils ont donné des indications sur les bases de l'armée de l'air, sur des mouvements d'avions également, sur l'entraînement des pilotes. C'est un scandale de trop, et c'est un scandale qui doit réveiller les consciences de tout un peuple, de tout un État, parce que là, on touche quasiment au sacro-saint de l'armée de l'air qui a permis toutes ces frappes contre le régime iranien à Gaza et au Liban. On espère bien évidemment qu'il n'y en ait pas d'autres. Des peines exemplaires, sans doute. Comment ? Des peines exemplaires, sans doute. Il faudrait des peines exemplaires et surtout une meilleure communication peut-être de la police sur les peines encourues. Parce que peut-être que ces jeunes-là ne comprennent pas qu'à partir du moment où ils sont pris la main dans le sac,
Alors, ça a des conséquences directes. N'oubliez pas quand même que des soldats sont morts dans la brigade Golani parce qu'un drone s'est abattu sur leur base en raison d'informations données au Hezbollah. Donc, ça peut déclencher des morts, mais il faudrait peut-être que l'État fasse des campagnes de sensibilisation. Une fois que vous avez été pris la main dans le sac, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit de travailler ni dans l'administration, ni dans l'État. Rien. Vous serez des parias. Et ça, c'est important, une fois, bien évidemment, la peine terminée. Effectivement. Vous restez avec nous. Merci encore à tous les deux. Alors, justement, on va revenir à ces aspects économiques. Un acteur à ne pas négliger dans cette équation moyen-orientale. On va parler du rôle de l'ombre que joue la Chine aujourd'hui. Et si la Chine avait vu venir le choc pétrolier, Pékin s'est du moins préparé à un tel scénario. On en parle avec vous ce soir, Loïc Técher-Chekroun. Alors Loïc, la Chine qui a accumulé visiblement, on a des chiffres, des réserves colossales de brut avant le début du conflit et des frappes israélo-américaines. Oui, ces réserves chinoises, elles sont estimées à 1,4 milliard de barils de pétrole brut, soit 3 fois moins que les États-Unis. C'est la réserve la plus importante actuellement au monde au début de l'année 2026. Cela représente environ 3 mois de couverture pour le pays, dépassant largement la période des standards de sécurité habituels requis par l'AIE, l'Agence d'information sur l'énergie. Et les importations, David, elles ont largement augmenté, plus 16% comparé à l'année dernière pour les premiers mois de l'année 2026. Bien sûr, avant la guerre Israël-Iran, États-Unis. Avec pour objectif, vous l'aurez compris, protéger la Chine contre la hausse des prix, assurer la stabilité du marché intérieur en cas de blocage du détroit d'Ormuz. Vous allez me poser la question, comment ? Eh bien, cela s'est passé par l'achat de pétrole dit sanctionné. Pékin a profité des prix réduits sur le pétrole iranien et russe pour remplir ses cuves, utilisant des réseaux de raffineries indépendantes chinoises, ce qu'on appelle dans le jargon les théières, pour contourner les circuits financiers classiques. Entre 2025 et 2026, la Chine a mis en place 11 nouvelles bases pour ses réserves. Mais David, avec toute cette stratégie mise en place par le régime, les prix à la pompe ont néanmoins augmenté à plusieurs reprises malgré un prix plafond mis en place par le gouvernement en mars 2026. La Chine a enregistré sa plus forte hausse du prix de l'essence en 4 ans, mais une première baisse a été notée. C'était hier. Le prix moyen de l'essence en Chine se stabilise actuellement autour d'1,19 € le litre. Merci beaucoup Loïc pour ces précisions. Alors essayons de comprendre à première vue la Chine qui aurait beaucoup à perdre d'une détérioration de la situation car dépendante du pétrole du Golfe et tributaire des routes maritimes pour ses exportations. Un expert va nous éclairer ce soir, le docteur Daniel Habert, qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonsoir et merci à vous, spécialiste des économies de l'Asie, expert des relations Chine-Israël. Alors on n'est pas vraiment inquiet pour la Chine qui affiche une croissance en ce moment économique assez insolente. Est-elle d'abord réellement dépendante du pétrole du Golfe ? Parce qu'on avait le sentiment qu'elle avait su diversifier ses fournisseurs au cours des dernières années. Oui, elle les a diversifiés depuis très très longtemps. Les plus grands fournisseurs, c'était pas l'Iran d'ailleurs avant, c'était l'Arabie Saoudite et les Émirats. Il y avait le Venezuela aussi. Donc aujourd'hui, ils ont beaucoup de sources, y compris des dizaines de pays qui vendent un peu de pétrole, mais qui sont en même temps les clients de la Chine. Donc la Chine a diversifié, elle a fait ses stocks, et puis il n'a échappé à personne qu'il roule de plus en plus en voiture électrique. À part le pétrole, la Chine dispose des plus grandes réserves du monde de charbon, dont elle est le premier extracteur. Ils ont aussi beaucoup investi dans le renouvelable. Près de 5% de l'électricité vient de centrales nucléaires. On ne sait pas que les Chinois se construisent eux-mêmes. Il y a évidemment l'hydraulique. Le plus grand barrage du monde, c'est sur le Yangtze, le fameux barrage des Trois Gorges. Et puis les panneaux solaires, dont ils sont le premier producteur mondial et donc le premier utilisateur. C'est vrai que tout cela contribue effectivement à la transition, l'accélération de la transition énergétique. Alors dans l'autre sens, le sens des exportations chinoises maintenant. Dans quelle mesure, d'après vous, les performances chinoises à l'export seraient impactées par la situation au Moyen-Orient ? Parce qu'il y a Hormuz, mais surtout peut-être Bab al-Mandeb, un peu plus au sud, avant la mer Rouge.
Écoutez, non, je pense que s'il y a des soucis pour les exportations chinoises, c'est plutôt par la baisse de la demande mondiale suite au fond à tout ce qui se passe, comme vous dites très bien, au Moyen-Orient. Il y a une crise pétrolière et qui se transforme en crise économique, donc ça va faire baisser la demande. Ça, c'est le grand souci. Sur le plan logistique, quand les Houthis avaient fermé la mer Rouge, ils avaient dit aux Chinois, vous pouvez passer. Les Chinois ont dit non, nous on va faire le tour par l'Afrique. D'abord, on va économiser ces primes d'assurance épouvantables que nous imposent les assureurs britanniques d'ailleurs, parce qu'il y a un risque sur la mer Rouge, donc on va économiser ça. On va économiser aussi sur le péage très cher du canal de Suez. Donc faire le tour par l'Afrique, c'est 2 semaines de plus, c'est pas très grave. Ça fait monter le prix du transport. Comme ils ont la plus grande compagnie de transport du monde en cargo, Costco, elle va devenir riche, elle est devenue plus riche. Donc ils ont continué à faire le tour de l'Afrique et ils ont pour exporter beaucoup d'alternatives terrestres. Il suffit de prendre une carte du monde pour voir qu'il n'y a aucun souci logistique. Le souci, c'est la demande. L'économie chinoise ne va pas si bien que ça. Les annonces qui sont faites autour de 4-5% sont en réalité masquent beaucoup d'inquiétudes. Si bien la demande intérieure que la demande extérieure faiblit. Donc c'est plutôt ça le souci des Chinois, mais c'est un souci, je dirais, économique classique. Ouais, donc un problème plutôt conjoncturel que structurel. Et face à cela, à votre avis, quel est l'intérêt de la Chine aujourd'hui dans cette équation moyen-orientale, encore une fois, poursuivre son partenariat avec l'Iran, y compris dans le cadre de sa rivalité avec les États-Unis, ou plutôt faire pression maintenant sur l'Iran pour qu'il adopte peut-être des positions un peu plus conciliantes? Tout le monde espère que la Chine puisse faire pression sur l'Iran, et elle a une capacité de pression, ne serait-ce qu'en disant on achètera moins de pétrole à vous et plus à la Russie. C'est un partenariat, vous savez, de circonstances et de confort. C'est pas un partenariat idéologique, mais la Chine pourrait faire plus. Et si elle ne le fait pas, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que faire pression sur l'Iran, c'est commencer un jeu diplomatique compliqué. Si je te fais pression, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Et les Chinois préféraient éviter d'entrer dans ce jeu-là et préfèrent au fond, comme ils le disent souvent, respecter la souveraineté des États, même si ce sont des partenaires. Mais surtout, on voit mal l'intérêt que la Chine aurait de faire plaisir au fond, de répondre favorablement à des demandes qui viennent de l'Occident, notamment des Américains, parce que il faut jamais oublier que depuis qu'Obama a pivoté la politique extérieure américaine en disant on s'intéresse moins à l'Europe, moins au Moyen-Orient, mais beaucoup plus à la Chine qui est notre rival, notre menace, notre défi principal. Ils se sentent agressés, ils le sont par des interdictions d'exportation, etc. Et donc cette confrontation qu'a décidé les États-Unis, la Chine le sent comme une agression. Et donc, si elle devait changer d'attitude, ce serait pour aller vers un compromis. C'est pas exclu. C'est pas exclu. On en reparlera peut-être ensemble lorsqu'on abordera la visite de Xi Jinping et de Trump. Enfin, Trump à Xi Jinping. Ils peuvent parler de ça, mais il y aura un prix imposé par la Chine qui est moi, je veux bien faire quelque chose, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ça, c'est trumpien, mais c'est aussi chinois. Effectivement. En tout cas, ne pas perdre de vue, comme vous dites, ce match au sommet Chine-États-Unis. Merci beaucoup, Daniel Habert, pour cette analyse très poussée donc sur ce duel et le rôle de la Chine. D'ailleurs, Jonathan Serrois, un petit mot sur la Chine qui pourrait, c'est vrai, jouer un rôle quelque part. Très rapidement, David, selon 3 sources diplomatiques, la Chine presserait les gardiens de la Révolution, aurait pris contact avec les dirigeants des gardiens de la Révolution pour qu'ils adoucissent leur position dans les discussions entre l'Iran et les États-Unis, à tel point qu'aujourd'hui, Pékin menace de réfléchir à des solutions alternatives pour se fournir en pétrole et menace ainsi l'Iran de rompre les accords qui ont été signés très récemment avec la République islamique sur la fourniture en énergie pétrolière. C'est des discussions qui ont eu lieu ces derniers jours et la Chine s'active en coulisses pour faire baisser le niveau de tension entre les 2 parties, entre Washington et Téhéran. Ouais, comme quoi les Chinois sont vraiment l'un des derniers appuis du régime iranien. Merci, vous restez avec nous. On va passer à l'autre grand défi du moment pour Israël. Évidemment, des nouvelles à présent du front libanais. Toujours 2 réalités parallèles, celle des négociations, on va le voir, et celle du terrain, où l'on va retrouver sans plus tarder notre envoyé spécial. Bonsoir Mathieu Winding. Vous êtes en direct d'Alonim ce soir. Situation fragile, toujours tendue. Encore et toujours des violations du cessez-le-feu de la part du Hezbollah.
Oui, bonsoir David. Après une semaine de cessez-le-feu, les violations par l'organisation terroriste continuent. Le Hezbollah les revendique même par des communiqués. Cet après-midi, 2 terroristes ont été éliminés. Ils étaient lourdement armés et s'approchaient des soldats de Tsahal quand ils ont été neutralisés par l'armée israélienne. Un peu plus tôt, le Hezbollah a tiré un missile anti-char sur les soldats de Tsahal et également des drones hostiles. Fort heureusement, aucun blessé n'a été constaté. Un peu plus tôt, le porte-parole en langue arabe de Tsahal s'est adressé aux civils libanais pour leur rappeler que les opérations continuaient dans la zone tampon. Il leur a également dit qu'il était très très dangereux de tenter de rentrer chez eux. Donc dans la zone tampon où Tsahal opère, on a appris en fin d'après-midi que dans un magasin de vêtements, dans un village libanais, à l'est de la zone tampon, un tunnel avait été construit d'une profondeur de 25 mètres. Et au bout du tunnel, les soldats de Tsahal ont découvert un poste de commandement du Hezbollah, d'où les terroristes pouvaient diriger les opérations sur le terrain, cachés en profondeur et utilisant les villageois comme un bouclier humain. Et comme souvent. Et puis quelques mots, Mathieu, sur l'arrestation intéressante d'un terroriste, membre de la force Radouane, donc la force d'élite du Hezbollah. Il a été maîtrisé par les habitants d'un village chrétien libanais. Racontez-nous. Oui, alors c'est effectivement, David, une opération et une arrestation intéressante à plusieurs niveaux, très significative. Donc oui, ce terroriste appartient à la force Radouane. On le rappelle, c'est une unité d'élite du Hezbollah dont la raison d'être est l'invasion du Golan et de la Galilée. Donc leur spécialisation, c'est l'infiltration. Donc ce terroriste, selon le média libanais L'Orient le Jour, s'est échappé de la bataille de Binjbel. Il s'est retrouvé près d'un village chrétien. Les habitants l'ont repéré et l'ont maîtrisé. Et c'est là qu'ils ont fait appel à Tsahal. Entre-temps, le terroriste s'est échappé, mais le bataillon Yonatan de la brigade Hashmonaïm l'a retrouvé. Alors, un petit mot sur ce bataillon qui appartient à la brigade Hashmonaïm. Ce sont des soldats ultra-orthodoxes qui combattent au sein de Tsahal. Et Tsahal leur garantit de pouvoir de pouvoir servir tout en vivant selon les exigences de leur mode de vie. Donc, ces soldats du bataillon Yonatan contribuent à l'une des missions les plus importantes de Tsahal, protéger le pays et protéger le pays et les frontières de l'État d'Israël. Un travail ô combien important et périlleux. Merci beaucoup. Mathieu Winding en direct ce soir dans notre envoyé spécial d'Alonim dans le nord de la Galilée. Et on va parler de ça avec vous, Mathias, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette séquence des chrétiens qui visiblement en ont assez du Hezbollah et ça se prouve en acte maintenant. Ah, ce n'est pas visiblement. Ils en ont assez et ils le disent publiquement. Je peux vous dire que je reçois quasiment tous les jours des messages de chrétiens sur mon Twitter en compte privé de gens qui disent ne plus en pouvoir. Ils le disent. Vous n'êtes pas en guerre contre le Liban, vous êtes en guerre contre le Hezbollah. Ou même, ils me corrigent eux-mêmes. Et ils me disent c'est le Hezbollah qui est en guerre contre Israël. Et donc, il faut savoir quand même qu'il y a... Et c'est ça aussi la médiocrité aussi de certains confrères en France qui n'en parlent même pas. Mais les chrétiens du Liban sont persécutés par le Hezbollah. Et ça ne dérange personne, visiblement. C'est chez certains de mes confrères de ne pas rappeler non plus, par exemple, qu'il y a un prêtre qui avait été kidnappé, dont on était sans nouvelles, et qu'Israël a appris plus tard qu'il avait été exécuté par le Hezbollah. Pourquoi ? Parce qu'il avait osé, David, critiquer lors d'un prêche l'explosion du port de Beyrouth en disant que c'était le Hezbollah qui en était responsable. Résultat immédiat, kidnappé et ensuite exécuté. C'est aussi la réalité, effectivement. Mais oui, du terrain. Ouais. Mathias, un commentaire aussi sur apparemment un procédé sur le terrain qui dérange le Hezbollah. C'est Tsahal qui détruit certaines maisons dans les villages du sud, des maisons qui sont utilisées par les terroristes à des fins terroristes. Le pire dans tout ça, c'est que c'est le Hezbollah lui-même qui demande aux habitants qui essayent de revenir chez eux de ne pas rentrer chez eux parce qu'à l'intérieur de ces maisons, il y a des appareils de télécommunication, il y a des caméras de surveillance, il y a des armes. Et donc, le Hezbollah ne veut pas que les civils aient accès à cela. Et donc, le Hezbollah, qui sort son artillerie lourde de propagande, va devant les médias étrangers, et notamment français, et dit
et disent « Regardez ce que fait Israël, c'est un crime de guerre, ils détruisent nos villages. » Sauf qu'eux-mêmes sont les premiers à dire « Surtout, ne rentrez pas dans ces maisons parce qu'il y a nos armes. » Et parce qu'ils ont peur qu'eux-mêmes délivrent ces armes à l'armée israélienne. Et j'irai plus loin. Quand Joseph Aoun, aujourd'hui, qui est reçu dont les délégués sont reçus à les Maisons Blanches, parle de crimes de guerre aussi, comme de ce procédé donc de détruire des villages, ça ne va pas dans le bon sens. Il fait malheureusement, encore une fois, par peur, sans doute, le jeu du Hezbollah. Effectivement, on va rester sur le Liban, parce qu'au même moment, vous le savez, les efforts diplomatiques s'intensifient, puisque ce jeudi se tenait à Washington le deuxième cycle de négociations entre Israël et le Liban. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer vraiment, Jonathan Serrao, parce qu'on n'est pas convaincu que c'est vraiment du sérieux, ces négociations, en tout cas à ce stade. Eh bien, je pense que ça va le devenir, David, puisque Donald Trump devrait participer à la rencontre entre l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yiriel Leiter, et l'ambassadrice libanaise du Liban aux États-Unis. Une rencontre qui doit avoir lieu dans quelques heures, et elle se déroulera donc à la Maison-Blanche. C'est important pour Donald Trump, pour la crédibilité aussi du président américain qui s'est engagé à faire cesser le bruit des armes au sud Liban. C'est important de montrer qu'il y a des avancées sur le dossier libanais pour essayer de faire avancer aussi le dossier iranien, même si Israël et les États-Unis ne veulent pas lier les deux dossiers sont liés. Et il est important, si en cas d'accord sur un cessez-le-feu, une prolongation du cessez-le-feu au Liban de 20 ou 40 jours, on pourrait ainsi assister au scénario suivant, à savoir une reprise des combats du côté de l'Iran et une fin des violences au Liban. Et s'il y a un cessez-le-feu, si le Hezbollah venait à rompre le cessez-le-feu, ils le rompent déjà, ils ne respectent pas déjà, alors cela pourrait donner à Israël toute la légitimité internationale pour engager des combats à plus forte échelle contre l'organisation terroriste libanaise sur le sol libanais, contre les positions du Hezbollah sur le territoire du pays du Cèdre, David. Merci beaucoup, Jonathan Serrao. À suivre donc l'implication effectivement déterminante de Donald Trump. Et alors que ce deuxième cycle de pourparlers directs entre Israël et le Liban se déroule ce jeudi donc à Washington, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier le décès d'un deuxième soldat français engagé au sein de la Finul au sud du Liban. Donc. Et pour en parler, on va retrouver Anna Papiashvili, notre correspondante donne au studio parisien. Bonsoir Anna. On parle du caporal-chef Anissé Girardin qui a donc succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessé dans la même attaque où avait été tué là aussi Florian Montorio. C'était le 18 avril dernier. Une mort imputée d'ailleurs au Hezbollah également. Bonsoir David, exactement. Emmanuel Macron l'a annoncé donc ce mercredi après-midi sur son compte social X. Le caporal-chef Anissé Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Sweep, rapatrié donc du Liban, il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah et mort ce matin des suites de ses blessures. Voilà l'annonce du président de la République sur X donc ce mercredi. Sa mort survient 4 jours après celle d'un autre soldat français, Florian Montorio, mortellement touché au cours de la même embuscade, avait annoncé Emmanuel Macron. Ces militaires ont été pris dans cette embuscade contre donc des casques bleus de la Finul, dans laquelle d'ailleurs 2 autres soldats français ont été blessés. Justement, les autorités françaises ont immédiatement attribué l'attaque au groupe terroriste du Hezbollah, très actif donc dans le sud du Liban, et demandé aux autorités libanaises de traduire les responsables en justice. Jean-Noël Barrot a pris la parole aujourd'hui chez nos confrères de France Info, où il a dénoncé un crime de guerre. C'est un crime de guerre, dit le chef de la diplomatie française, que de s'en prendre à ces casques bleus qui sont des soldats de paix, qui sont là pour faire baisser le niveau de tension et pour limiter le niveau des hostilités. Alors en visite un mardi à Paris, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré suivre, je cite, personnellement le déroulement de l'enquête sur cette embuscade. Aujourd'hui, justement, ce matin, il y a eu un hommage national qui a été rendu au sergent-chef Florian Montorio, au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dont il faisait partie. Il a été élevé à titre posthume au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Depuis le début de ce conflit au Moyen-Orient, Anissé Girardin est le 3e soldat français qui est donc décédé.
Merci beaucoup Anna Papiachvili pour ces précisions depuis nos studios parisiens. On précise, on vient de l'apprendre, que le président du Parlement libanais, Nabi Berri, a rencontré aujourd'hui à Beyrouth un envoyé saoudien, un prince saoudien. Il l'a informé que le Liban ne cherchera pas la paix avec Israël tant qu'il n'y aura pas de normalisation israélo-saoudienne. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant pour la suite, comme quoi le signal sera donné par les Saoudiens pour l'ensemble du monde musulman. C'est la version proche-orientale de l'époux le rond des dents. Patience, effectivement. Patience. On a le plaisir d'interroger ce soir Éric Danon qui est avec nous, qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous. On rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur de France en Israël. Et c'est vrai qu'on s'interroge ces jours-ci sur le rôle que pourrait jouer la France dans ce dossier israélo-libanais. Parce que la position française, elle semble contradictoire à première vue. On a un président Macron qui appelle à désarmer le Hezbollah, c'est vrai, via le gouvernement libanais, mais qui s'oppose à une action israélienne directe au sud du Liban. Est-ce qu'on n'est pas dans une impasse qui d'ailleurs peut-être au passage expose les soldats français de la filule ? Alors, une impasse, non, mais une contradiction apparente, qui est qu'effectivement, le président français a appelé au désarmement du Hezbollah en demandant que ce soit les forces armées libanaises qui le fassent. Tout le monde sait bien que les forces armées libanaises ne peuvent pas le faire, n'en ont pas les moyens, la capacité. Accessoirement, il y a 30% au moins des forces armées libanaises qui sont chiites. Et dans ces conditions, Israël dit, mais nous devons faire le travail parce que le Hezbollah nous attaque sans cesse, d'où la mise en place de cette zone de sécurité au nord d'Israël. Et là-dessus, évidemment, la contradiction française est apparue en ce que le président Emmanuel Macron a demandé qu'il n'y ait pas, qu'il y ait respect de l'intégrité territoriale du Liban. Donc on voit bien que ça ne peut pas fonctionner et que actuellement, ça dégrade d'ailleurs considérablement la relation de sécurité entre la France et Israël. C'est vrai, parce que d'ailleurs, du point de vue des Israéliens, la France, par son attitude ces derniers jours, elle a perdu en pertinence et même en crédibilité en tant que médiateur potentiel. Est-ce que vous comprenez justement cette déception des Israéliens aujourd'hui ? Oui, je la comprends. Je suis très triste de cette dégradation de la relation, mais je peux la comprendre. Ça part quasiment du 7 octobre et de la manière dont le président français, souvenez-vous, a par exemple posé des problèmes lourds aux entreprises israéliennes pour venir au salon d'Eurosatori, d'Euronaval, du Bourget. Et puis il y a tout ce qui s'est passé autour de la restriction des ventes d'armes, des exportations françaises vers Israël. Et puis, au bout du compte, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le non-survol de la France par des avions américains chargés d'acheminer des armes en Israël. Et à partir de là, vous avez une double réaction. La première, c'est que Israël a dit, puisque c'est comme ça, nous n'achèterons plus d'armes à la France ou de matériel militaire à la France et nous n'en vendrons plus. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, nous refusons que Israël soit impliqué dans les négociations entre Israël et le Liban. Ouais, c'est vrai que c'est assez long. Une dégradation très forte de la relation de sécurité, pas de toutes les relations. Il y a bien d'autres domaines où ça fonctionne, mais la relation de sécurité, elle est à un point très bas aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques jours, vous parliez d'un bout du bout dans ces relations de sécurité France-Israël. Là, on est sur la sécurité, mais demain, pourquoi pas sur le commercial, avec d'ailleurs Israël de plus en plus isolé au sein de l'Union européenne depuis le départ d'Orban du pouvoir en Hongrie, qui servait un petit peu de rempart. Mais il n'empêche que, à la réunion sur le sujet, l'Allemagne et l'Italie ont bloqué la procédure. Donc, pour le moment, il n'y a pas de remise en cause de l'accord d'association. Voilà, on verra bien combien de temps. Mais en tout cas, là, il n'y a pas eu d'arrêt de cet accord. Et là aussi, la position française a déplu au gouvernement israélien, puisqu'elle était la question de la poursuite de l'accord d'association
est légitime. Rien que ceci a été effectivement mal perçu à Jérusalem. Effectivement. Mais sur le fond du problème, parce que vous connaissez parfaitement le Quai d'Orsay, mais c'est tellement difficile de dire que le Hezbollah, c'est l'ennemi non seulement des Libanais, des Israéliens évidemment, mais aussi de la France, de ses valeurs. On se souvient qu'un Premier ministre français avait osé aller dans ce sens, ça lui avait valu d'être caillassé par les Palestiniens à l'époque, et lâché d'ailleurs par le président Chirac, c'était Lionel Jospin. Là, on est quand même très loin de ce type de prise de position. Non, alors, au fur et à mesure, la position française a évolué, et maintenant, le Hezbollah est considéré comme un groupe terroriste dans sa partie active, c'est-à-dire la branche armée. Et la difficulté, c'est toujours comme ça en France, c'est que la France a l'habitude de distinguer dans les groupes la branche politique et la branche armée militaire. Vous avez eu ça avec l'ETA, avec l'Espagne, en Espagne. Vous avez eu ça en France avec l'IRA pour l'Irlande. Et si je faisais un peu de provocation franco-française, vous avez ça avec les Corses. Et à chaque fois, distinction de la branche politique et de la branche militaire. Ceci est lié à deux choses historiquement. La première, c'est que très souvent, la France dit on ne sait jamais, la branche politique, elle pourrait bien arriver au pouvoir un jour. Et c'est effectivement ce qui s'est passé partiellement avec l'ETA et avec l'IRA. Et ensuite, c'est si on ne parle pas à la branche politique, alors nous allons nous couper de toute possibilité de dialoguer avec le pays. Aujourd'hui, les choses changent lentement parce qu'il y a quand même la compréhension que cette distinction entre la branche politique et la branche armée du Hezbollah n'a plus grand sens parce que le Hezbollah a eu une attitude, je dirais, monolithique. On ne peut plus distinguer les deux depuis le 7 octobre notamment et depuis 2 mois en particulier. Donc il y a progressivement conscience du fait que c'est tout l'ensemble du Hezbollah qui doit être qualifié d'organisation terroriste. Ça prendra, je pense, encore un peu de temps. Patience donc, hein, une étape qui a été franchie par d'autres pays. Merci beaucoup Éric Danon d'avoir répondu en direct à nos questions dans la grande édition ce soir. Le reste de l'actualité en version cette fois accélérée, voici l'info chrono. Et d'abord, l'embellie pour le port d'Eilat. Après 2 longues années de lourdes perturbations liées aux actions des Houthis du Yémen, évidemment, et bien cette porte d'entrée pour les importations israéliennes a vu le trafic de marchandises progresser de 118% au premier trimestre. Net regain d'activité donc, qui profite notamment aux véhicules. 11 500 tonnes ont ainsi transité par ce port du sud d'Israël et on doit ce rebond spectaculaire aux nouveaux itinéraires qui contournent les risques maritimes via, entre autres, la Jordanie voisine. Aux États-Unis, le récit des ex-otages israéliens ne suscite pas la même émotion partout. Le conseil étudiant de l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, a condamné un événement organisé il y a 10 jours autour du témoignage d'Omer Shem Tov. Souvenez-vous, enlevé durant le festival Nova, il avait passé plus de 500 jours en captivité. Dans une lettre, le conseil étudiant dénonce, je cite, une mise en avant sélective qui ignore un contexte politique plus large et qui normalise les violences en cours. L'association juive UCLA Hillel regrette une hostilité anti-juive. Et puis toujours aux États-Unis, une cour d'appel fédérale a finalement autorisé hier en 2e instance l'État du Texas à imposer l'affichage, et oui, des 10 commandements dans toutes les salles de classe des écoles publiques. La loi avait été adoptée en juin dernier par cet État conservateur pour rappeler les fondements du droit américain. Elle avait été contestée par l'Union américaine pour les libertés civiles, mais la cour a finalement jugé qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté de culte. Et toute autre chose pour finir, on va totalement changer de décor. Voici l'invité de la grande édition. Parce que ces derniers mois en Israël, eh bien, on pleure, on prie. A-t-on aussi parfois le droit de sourire et même de rire? Votre invité va nous donner sa réponse et elle est assez claire a priori, puisqu'on a le plaisir, mesdames, messieurs, d'accueillir, s'il vous plaît, Alex Fredo qui est avec nous. Bonsoir et merci. Faut-il rappeler que vous êtes humoriste et que vous êtes bientôt en tournée ici en Israël? On va en parler dans un instant. Avant de vous entendre, quand même, d'abord, qui ne connaît pas encore Alex Fredo, eh bien, il est encore temps. Regardez cette courte vidéo. Moi, je me souviens, Pessard dernier, l'année dernière, j'ai un ami qui arrive chez moi pendant Pessard, un ami non juif, ok, et il me dit, t'as un sac rempli de pâtes sur ton balcon.
c'est quoi ça? Je lui dis, c'est pas à moi. Il me dit, mais c'est sur ton balcon. Je lui dis, c'est pas mon balcon. Il me dit, mais comment ça, c'est pas ton balcon? Je lui dis, je l'ai vendu. Là, il me dit, t'as vendu ton balcon? Mais à qui t'as fait ça? J'ai dit, je sais pas. Je l'ai vendu à 1 euro à quelqu'un que je connais pas. Énorme. Alors Alex Rideau, pour ceux qui n'auraient pas compris, il est question évidemment de Pessah et de la vente du Hametz, la pâte levée. La religion, d'abord, c'est un thème qui vous inspire régulièrement? Tout à fait. Alors moi, je tiens à dire que en fait, pendant que vous passiez cette vidéo de moi, j'entendais les blagues, mais je n'entendais pas les rires du public. Donc en fait, c'était très gênant. J'espère que les gens entendaient les rires. On entendait très très bien, vous inquiétez pas. La salle riait. Parce que là, c'était terrible. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que la religion m'inspire beaucoup. Et c'est surtout, si vous voulez, que, en fait, moi comme je suis d'identité juive et c'est quelque chose que je revendique, j'utilise beaucoup ça pour faire rire. Et bon, là, on a vu un extrait devant, dans le public, c'était surtout des gens de la communauté juive. Donc, je me permettais ce genre de blague un peu communautaire, mais c'est vrai que même dans mon spectacle que je joue en France, en tournée, dans toute la France en ce moment, j'ajoute de plus en plus de blagues et de thèmes comme ça sur la religion juive qui rassemblent un peu tout le monde, parce que je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Ouais, parce que vous êtes pratiquant, on le rappelle, vous parvenez justement à conjuguer cette vie religieuse et professionnelle? Pas de contradiction? Bah, écoutez, j'y parviens et je paye le prix que ça m'apporte beaucoup de choses de faire Shabbat, de faire les fêtes, d'avoir une vie spirituelle, de ne pas être plongé complètement dans ma vie matérielle uniquement et d'avoir comme souci que les vidéos que je publie, que les spectacles que je dois faire. Ça enrichit vachement ma vie. Et puis, je sais que moi, je suis tombé amoureux de l'étude de la Torah depuis 10 ans et c'était quelque chose que je pouvais pas envisager de pas m'engager complètement dans ce texte que je trouve magnifique et que je trouve, comment dire, très universel et essentiel, quoi. Voilà. Ouais, donc ça donne du sens évidemment à la vie, puis ça nourrit, on imagine, vos spectacles. Alors la grande nouvelle, on y vient, c'est que vous venez en Israël pour une tournée, c'est le mois prochain. Il y a 3 dates, le 17 mai à Ra'anana, le 19 mai à Netanya, le 20 mai à Tel Aviv. En fait, vous avez cartographié un petit peu la présence des francophones dans le pays. Vous avez bien ciblé. On a ciblé, quoi. On a fait un truc très très ciblé, quoi. Voilà. On va voir des Français en Israël. Et c'est une tournée qui vous tient à cœur personnellement, de venir ici auprès des francophones d'Israël? Alors moi, ça me tient à cœur. Je suis venu déjà en septembre faire 2 spectacles à Tel Aviv qui étaient complets. Ça s'est super bien passé. Et en fait, je suis venu aussi il y avait eu la guerre. Je pouvais pas venir. L'aéroport était fermé. C'était avec l'Iran pendant les 12 jours où c'était un peu compliqué. Je suis venu en septembre. Et en fait, c'est important pour moi de venir régulièrement. J'ai senti que ça faisait du bien aux gens et j'ai senti que ça m'a fait du bien aussi d'être là, de pouvoir aussi apporter avec ma proposition à moi d'apporter quelque chose à ce pays et surtout à ce peuple, le peuple juif qui habite sur cette terre, qui vit des choses très particulières, très compliquées, très mouvementées. Et moi, mon arme à moi, c'est le rire, c'est l'amour, c'est la connexion et c'est quelque chose que j'ai retrouvé avec les gens dans la salle en septembre et j'aimerais le proposer à nouveau en mai là, dans moins d'un mois là maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie attente et ça fait du bien à beaucoup de gens évidemment. Vous avez plusieurs cultures, on l'a dit, franco-canadien et puis donc pratiquant. On rigole plus ou moins des mêmes choses en France et en Israël aujourd'hui? C'est pas une culture d'être pratiquant. Vous êtes franco-canadien et pratiquant. Alors c'est 3 pays. Le pays pratiquant dont la capitale est la Torah. Plusieurs identités. Plusieurs identités, voilà, je voulais dire, voilà, identité multiple évidemment, mais en tout cas, voilà, on peut rigoler des mêmes choses aujourd'hui, qu'on soit en France, en Israël, pratiquant, non pratiquant. C'est ça le. C'est vrai. Non, mais je vous ai repris pour faire une petite blague, hein, vous inquiétez pas, je vous taquine pas. J'adore, hein. Je vous suis à tous les. Non, mais c'est quoi la question? Je suis perdu dans cette interview. Non, c'est ça, c'est que, est-ce que les thèmes on va dire d'humour, les thèmes de rigolade, ce sont les mêmes, des choses qui rassemblent, des thèmes qui rassemblent les Français de France, les Français d'Israël, et même au-delà?
Écoutez, vous adaptez aussi. Je pense que à partir du moment où je parle de quelque chose qu'on vit tous, c'est universel. Alors que je parle de thèmes plus général comme mes angoisses, ma peur de certaines choses que tout le monde vit, ça, il y a pas de problème. Mais quand je parle de ma pratique, je parle aussi à tous les gens qui ont une certaine forme de foi, une certaine forme d'humilité vis-à-vis d'un monde qui est une création et qu'il y a un créateur. Et je pense pas que les juifs qui sont dans cette dynamique-là, il y en a beaucoup là-dedans. Donc c'est ça que je vais toucher, moi. Et ça parle à beaucoup aujourd'hui. Effectivement. Voilà, on invite tout le monde à venir évidemment consulter donc les dates le 17, 18 et 17, 19 et 20 mai prochain. Alex Fredo, un grand merci. On se retrouve très vite. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite, ça se débat avec Raphaël Hassine. Très